Bonjour à tous. En cette occasion de Mois sans tabac 2022, qui est une opportunité importante pour débuter une démarche de sevrage tabagique, je souhaite vous entretenir d'un sujet important qui est le lien entre le diabète et le tabagisme. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé cette présentation « Les liaisons dangereuses ». Un mot pour resituer ces deux maladies chroniques qui sont en fait deux tueurs silencieux. Le tabagisme en France actuellement, c'est un Airbus qui s'écrase tous les jours, 200 décès évitables. Mais c'est aussi 75 000 décès par an. Et dans les projections raisonnables, si des mesures ne sont pas prises dans le domaine du sevrage tabagique, près de 1 milliard de décès à l'horizon du XXIe siècle, sur une planète qui comptera entre 9 et 10 milliards d'habitants. En parallèle, le diabète, autre maladie silencieuse, c'est actuellement plus de 537 millions de patients et les projections raisonnables également de l'ordre de 784 millions à l'horizon 2030. Donc c'est une évolution épidémique qui est liée à celle de l'obésité. Et c'est 6 ans d'espérance de vie perdue qui, cumulés au tabagisme, en représentent près de 10. C'est dire l'importance de la question. Ce sujet est tellement important que deux sociétés savantes, la Société francophone de tabacologie, la Société francophone de diabétologie, avec une représentation des patients, la Fédération française des diabétiques, s'est attaquée il y a plus de 2 ans à cette question importante pour essayer de faire la synthèse de la littérature médicale et des connaissances scientifiques. Et ceci se matérialise par ces deux publications, l'une en langue anglaise dans la revue Diabetes and Metabolism, dont vous avez ici le titre, Tabagisme et diabète, les interrelations et un essai de synthèse et de revue avec une prise de position de la communauté scientifique sur le sujet. Et puis d'autre part, qui sera publié à l'occasion du Mois sans tabac, et en particulier de la Journée mondiale du diabète, cet article, cette fois en français, que nous avons intitulé « Tabagisme et diabète, le temps de l'action, tant la question est importante ». Alors, pour illustrer le propos, la première question. Y a-t-il un lien entre le fait de fumer et de devenir diabétique? Eh bien, la réponse est oui, et je vais essayer de vous l'exposer sur les quelques diapositives qui suivent. Si vous regardez les concentrations d'insuline dans le sang, qui sont un reflet, certes imparfait, de la sensibilité des tissus à l'insuline, qui, je vous le rappelle, est une hormone qui permet, en particulier au sucre, de rentrer dans les cellules et de bien l'utiliser. Et bien, dans cette étude où on compare des fumeurs, des ex-fumeurs et des non-fumeurs, vous voyez ici, très simplement, que le niveau d'insulinémie va croissant en fonction du fait que vous êtes non-fumeur, ex-fumeur ou fumeur. Donc, plus je suis fumeur, plus mon niveau d'insuline augmente, et plus l'insulinorésistance augmente également. C'est le premier pas vers le diabète. On verra qu'il y a 2 types de diabète. Le diabète de type 2 qui est le plus fréquent, ce sont les statistiques que je vous ai données tout à l'heure, qui est lié à l'obésité abdominale, et le diabète de type 1, qui est une maladie beaucoup moins fréquente, et qui est une maladie auto-immune, qui se caractérise également par l'hyperglycémie chronique, mais dont les mécanismes ne sont pas les mêmes que le diabète de type 2. Si on poursuit, il y a un marqueur biologique très simple qui s'appelle l'hémoglobine A1C, HbA1c, qui vous donne le reflet de la glycémie moyenne sur les 2 à 3 mois précédents, et qui va donc être utilisé en particulier par les médecins pour évaluer la qualité de l'équilibre glycémique des patients diabétiques traités. Eh bien, vous voyez que si on compare dans cette étude de plus de 2140 hommes de nationalité suisse et d'âge moyen, 37 ans, si on compare leur niveau d'hémoglobine A1c, donc leur équilibre glycémique moyen sur les 2 mois précédents, en fonction du fait qu'ils fument peu, moins de 5 paquets année, entre 5 à 10 paquets année ou plus de 10 paquets année, c'est-à-dire un paquet par jour pendant 1 an définit le paquet année, eh bien vous voyez que cette consommation tabagique va s'associer à une augmentation de ce paramètre qui est le reflet de la dégradation de l'équilibre glycémique. Donc l'insuline augmente et la glycémie augmente, c'est-à-dire qu'on se dirige
vers un lien entre le fait de fumer et de devenir diabétique. Et bien là aussi, toute une série d'études, dont celle-ci n'est pas la plus récente, en 2001, mais qui montrent, vous voyez, que si on compare des non-fumeurs, des ex-fumeurs, puis des fumeurs en quantité croissante de cigarettes, qu'ils soient des hommes ou des femmes, eh bien l'incidence du diabète va augmenter. Le message est donc relativement simple, vous avez un lien entre le fait de fumer et de voir se développer à bas bruit le diabète, qui va donc dans ce cas-là être associé au tabagisme avec les conséquences de ces deux pathologies chroniques que sont le tabac et le diabète. Alors, ça fait l'objet de regroupements d'analyses, qu'on appelle des méta-analyses dans le langage scientifique. Et vous voyez, dans cette étude, on a regroupé 46 recherches concernant ce sujet-là. Eh bien, on montre que, en tenant compte d'autres facteurs qui peuvent exposer au diabète, que ce soit l'âge, la diète, c'est-à-dire l'alimentation, les facteurs génétiques, l'indice de masse corporelle, vous voyez ici la liste que je ne vais pas vous détailler de manière exhaustive, eh bien, vous avez 37% de probabilité, donc de risque supplémentaire de devenir diabétique si vous êtes fumeur. Ceci est vrai lorsqu'on est fumeur actif, mais ceci est également vrai lorsqu'on est fumeur passif, c'est-à-dire qu'on est dans l'environnement d'une personne fumeuse. Ce qui veut dire qu'on capte de l'ordre du tiers de la fumée, alors qu'on est soi-même non-fumeur. Donc dans les deux cas, tabagisme actif ou passif, vous êtes exposé à un plus grand risque de devenir diabétique. Le mécanisme est dit dose dépendant, c'est-à-dire que plus je fume, plus ce risque relatif va augmenter, ainsi qu'en témoigne cette courbe issue d'une publication de 2017. Les mécanismes, je ne peux pas y insister dans cette courte présentation, ils sont complexes. Il faut intervenir la nicotine, qui est un des produits qu'on retrouve dans la cigarette et qui est le principal produit addictif, mais aussi d'autres éléments comme l'oxyde de carbone, qui induit une baisse de l'oxygène dans le sang des fumeurs, et puis probablement d'autres toxiques. Il y a plus de 4000 substances dans la fumée de cigarette. Deuxième message, qu'en est-il de la situation des diabétiques déjà fumeurs? Alors tout d'abord, quelques éléments d'épidémiologie, à la fois dans le monde et en France. Dans le monde, si on fait la synthèse des principales études, comme nous l'avons fait dans les articles que je vous présentais en introduction, il y a de l'ordre de 20% des diabétiques de type 2, et dont vous avez vu qu'ils sont extrêmement nombreux dans le monde, qui sont fumeurs. En ce qui concerne les diabétiques de type 1, donc traités essentiellement et initialement par l'insuline, les chiffres sont variables selon les études et les pays, mais on va de 10 à 39%. C'était les statistiques de l'étude Entraide en France en 2008 qui sont en cours d'actualisation. Et on pense qu'actuellement, il y a de l'ordre de 13% des diabétiques de type 2 qui sont entre 4 et 5 millions en France, et de l'ordre de 25% des diabétiques de type 1 qui sont de l'ordre de 250 000 en France, qui sont fumeurs. Il s'agit donc d'une population considérable, et ceci les expose à toutes les complications que je vais évoquer juste après. Quels sont les facteurs qui sont associés au comportement tabagique? Ce ne sont pas forcément spécifiques aux diabétiques, mais dans le cas particulier chez les diabétiques, c'est le fait d'être un homme, d'être relativement jeune, d'être sédentaire et d'avoir un bas niveau socio-économique. Ces facteurs cumulés font que vous êtes plus exposé à devenir fumeur, avec les conséquences néfastes que ceci peut avoir pour votre santé. Est-ce que c'est embêtant d'être fumeur et diabétique? Ça l'est bien évidemment. On a vu tout à l'heure les statistiques de morbimortalité pour les deux pathologies concernées, mais dans cette étude qui a été publiée en 2018 dans un des meilleurs journaux de médecine interne, qui est le New England Journal of Medicine, vous voyez l'ensemble des facteurs qui peuvent intervenir dans la mortalité chez le diabétique fumeur. Et bien vous voyez que celui qui apparaît en premier, alors qu'on aurait pu penser que c'était le niveau de contrôle de la glycémie, ou de la tension artérielle, ou des lipides, et bien vous voyez que dans tous les cas, c'est le tabagisme. Message très fort, la première cause de mortalité, en l'occurrence chez les diabétiques de type 2, eh bien, c'est le fait de fumer. Et donc vous comprenez à quel point il est important pour les patients diabétiques qui ne rentrent pas dans le tabagisme, et s'ils fument, qu'ils s'engagent, et pourquoi pas pendant le mois sans tabac, dans une démarche d'arrêt du tabagisme. Alors, le détail des complications, je ne peux pas vous les donner dans une présentation qui est par définition très synthétique et courte. Simplement, au-delà de la mortalité, sachez qu'il y a des complications qui sont non spécifiques du diabète,
en particulier les complications dites macrovasculaires qui touchent les gros vaisseaux, l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral, eh bien celles-ci sont majorées par le tabagisme. Les complications spécifiques du diabète, qu'il s'agisse de l'atteinte rénale, la néphropathie ou la rétinopathie, sont également augmentées. La néphropathie est plus chez le diabétique de type 2, alors que la rétinopathie est mieux documentée chez le diabétique de type 1. Et les risques de cancer sont augmentés. Les risques d'infection le sont également. Et la qualité de l'équilibre glycémique, si importante chez le patient diabétique, est affectée par le fait de fumer. Plus d'instabilité glycémique, plus d'hypoglycémie chez le diabétique fumeur. Par ailleurs, il faut savoir que les femmes sont durement affectées par le tabagisme dans le contexte du diabète. Elles vont faire plus de diabète gestationnel, plus de complications périnatales, et comme les hommes, plus de complications macrovasculaires, en particulier d'infarctus du myocarde. Il y a donc un souci très particulier chez les femmes diabétiques, puisque la prévalence du tabagisme ne cesse d'augmenter chez les femmes, alors qu'elle diminue chez les hommes, bien que ceux-ci restent plus nombreux en tant que fumeurs. La dépression est plus importante et favorisée par le tabagisme, et toute une autre série de complications que vous voyez ici mentionnées, en particulier la perte de la masse osseuse et la dégradation de la qualité de la sphère bucco-dentaire. Donc, beaucoup de complications qu'il faut avoir en tête. Deux messages forts qu'on souhaite donc transmettre. Un, il ne faut pas devenir fumeur si on est à risque de diabète. Et si on est diabétique et fumeur, eh bien, le sevrage tabagique devient une absolue priorité qui doit être abordée par les soignants compétents. Est-ce qu'on a des outils thérapeutiques pour aider les patients diabétiques à s'arrêter? Bien sûr, ils existent comme chez les non-fumeurs. Vous les connaissez, il s'agit des substituts nicotiniques, vous voyez ici, patch, forme orale, inhaleur. Dans certaines conditions, le vapotage, c'est-à-dire la cigarette électronique, peut être éventuellement considéré. Deux médicaments également, qui s'appellent la varénicline ou le bupropion. Bupropion très peu utilisé et non remboursé, et la varénicline actuellement malheureusement retirée du marché depuis un peu plus d'un an, en raison d'une impureté qui a été découverte dans sa synthèse, qui fait qu'elle n'est pas disponible. Et c'est bien dommage parce que c'est une excellente molécule dans l'aide au sevrage tabagique. Et puis associé aux substituts nicotiniques qui sont les seuls disponibles actuellement, les thérapies dites psychocomportementales, c'est-à-dire l'accompagnement psychologique, qui peut aller jusqu'aux thérapies cognitivo-comportementales, qui sont très utiles pour accompagner au mieux le patient, en l'occurrence diabétique, qui souhaite s'arrêter de fumer. Est-ce qu'il y a des études spécifiques qui ont été faites chez les diabétiques? Dans ce tableau, que je vais, pour vous rassurer, ne pas vous détailler, sont référencées un certain nombre d'études. Elles existent, mais elles sont peu nombreuses. Ce qui fait que notre groupe de travail a préféré appliquer un principe relativement simple, qui est que ce qui fonctionne chez les non-diabétiques peut fonctionner et peut être proposé aux patients diabétiques, et qu'on doit sans hésiter utiliser le même type d'outil. Mais il y a quelques éléments documentés pour ceux que ça intéresse. Un écueil sur lequel je voudrais insister, c'est la question de la prise de poids, parce qu'on sait que beaucoup de personnes qui souhaitent s'arrêter de fumer, qu'elles soient fumeuses ou non, s'inquiètent de cette prise de poids. Bien, elle est fréquente en effet lors du sevrage tabagique. Elle est de l'ordre de 4 à 5 kg dans l'année qui suit le sevrage et souvent dans les premiers mois. Le point important, c'est que en fait, le fumeur dont le poids moyen est plus faible que le non-fumeur va retrouver son poids initial de non-fumeur. Donc c'est un point qui est important d'avoir à l'esprit. L'autre point important, c'est que cette prise de poids touche de l'ordre de 70% des patients et qu'il y en a de l'ordre de 16% qui ne prennent pas de poids, et voire même qui en perdent, en particulier lorsqu'ils sont bien accompagnés, bien substitués en nicotine, et puis le reste qui malheureusement peuvent prendre plus de poids. On connaît tous des gens qui ont pris 7-10 kg en s'arrêtant de fumer, et bien évidemment c'est un facteur limitant important dans le contexte du sevrage tabagique, en particulier chez les patients diabétiques. Ça nous amène donc, et là encore je ne vais pas vous le détailler, mais au consensus que nos deux sociétés savantes ont proposé, qui insiste sur le fait que tout professionnel de santé doit informer les patients diabétiques sur les risques du tabagisme et leur conseiller de ne pas commencer à fumer, que tous les sujets diabétiques fumeurs doivent recevoir des conseils d'aide au sevrage tabagique,
Et ceci peut être fait aussi bien par des médecins, des infirmières, des diététiciennes, des psychologues, des équipes pluriprofessionnelles, en particulier chez les femmes diabétiques qui sont particulièrement à risque, en combinant, comme on peut le détailler dans ces écrits, les méthodes pharmacologiques, en particulier les substituts en nicotine, qui sont faciles à utiliser et qui sont remboursés, et l'accompagnement psychologique, au mieux les thérapies cognitivo-comportementales. Un petit mot est fait, vous le voyez ici, sur la e-cigarette ou vapoteuse, qui peut être utilisée dans le cadre du sevrage tabagique, mais dans un temps limité, et arrêtée dès que l'abstinence est obtenue et l'urgence de fumer contrôlée. Mais il y a des structures, il y a des personnes formées, il faut sans doute améliorer leur formation et les sensibiliser d'autant plus à cette question. En conclusion, j'espère vous avoir convaincu que le tabagisme favorise le diabète, et en particulier de type 2, et ses complications, la mortalité et les complications que je vous ai détaillées, macrovasculaires, microvasculaires, cancéreuses. Il convient donc de ne pas devenir fumeur lorsqu'on est à risque de diabète, et à risque de diabète, ça veut dire j'ai des diabétiques dans ma famille, j'ai un excès de poids, si je suis une femme, si j'ai fait un diabète gestationnel, je suis à risque de développer un diabète. Le diabète de type 2 doit être recherché donc chez les fumeurs, ce d'autant qu'ils présentent des facteurs de risque de diabète. Les femmes diabétiques et fumeuses, je l'ai dit, paient un très lourd tribut et sont un sujet de préoccupation tout particulier. Les bénéfices de l'arrêt du tabac sont majeurs chez le diabétique, malgré une prise de poids fréquente, et cette question doit être mise au travail, discutée avec le patient, qui doit être rassuré, car le bénéfice de l'arrêt du tabac par rapport à l'inconvénient de la prise de poids qui est réelle et qui peut éventuellement même transitoirement déséquilibrer le diabète, fait que on doit s'engager sans état d'âme vers le sevrage tabagique. Donc la prise en charge du sevrage, lui, doit être systématiquement incluse dans les soins donnés aux patients diabétiques, et ce, le plus précocement possible, afin d'éviter une dégradation de la qualité de vie, de la vie tout court du patient diabétique. Je vous remercie de votre attention.